Voilà, donc nous avons le plaisir de terminer cette deuxième journée par une table ronde très importante. Voilà, se rapportant sur les enjeux éthiques pour les politiques de santé de demain. Et malgré quelques minutes de décalage, mais nous resterons dans les temps, puisque de toute façon, voilà, donc les éléments d'échange seront constructifs, comme les tables rondes précédentes. Et donc, Nada, je vais te redonner la main simplement pour donner voilà, donc la parole auprès des intervenants, et sachant que nous avons souhaité que Pascal Forcioli, qui a déclaré dans la table précédente qu'il était membre vice-président de la commission éthique à la Fédération hospitalière de France. Et c'est à ce titre-là, pour excuser aussi l'absence de Julien Husson, que nous avons demandé et que nous avons reçu donc l'accueil favorable de Pascal Forcioli pour qu'il puisse, je dirais, alimenter les réflexions voilà, dans ce contexte-là. Donc, merci infiniment. Voilà, merci Pascal, et c'est un plaisir de poursuivre bien les échanges avec vous. Merci à tous de continuer à rester en salle, à rester connectés pour cette dernière table ronde du colloque et de la journée qui va finir en beauté autour de l'éthique. Je m'adresserai dans un premier temps à David Gruson, qui a l'initiative Ethikia, qui l'a portée depuis de nombreuses années avec ses multiples casquettes. Alors, quelle est ta vision sur les enjeux éthiques pour les politiques de santé, et puis quelles priorités devons-nous y accorder? Ça, c'est une vaste question pour la 10e table ronde. Bravo déjà à managersanté.com d'avoir organisé cette session. À tous ceux qui ont mis la main à la pâte, c'est vraiment 2 jours très, très denses. J'ai envie de dire que je suis sans doute pas le mieux placé pour répondre à la question, parce que comment innover dans le secteur de la santé, c'est quoi les enjeux éthiques pour les politiques de santé de demain? J'ai envie de dire que l'enjeu éthique principal, il est un enjeu médical, soignant, un enjeu de patient. Alors, ça m'arrive d'être patient, beaucoup moins heureusement d'être médecin ou soignant, mais la perception des enjeux éthiques du système de santé, elle doit se mesurer à cette granularité-là. Est-ce qu'on arrive à préserver l'éthique du colloque singulier entre le soignant et son patient? Alors, une fois qu'on dit ça, on est hors de ma zone de compétences. Pas complètement quand même, parce que, donc, comme vous savez, je m'occupe plutôt des sujets numériques, d'intelligence artificielle. Ça m'est arrivé aussi d'être, comme Pascal, directeur d'hôpital, et je pense que Pascal voudra revenir là-dessus. Il y a aussi une vraie éthique du management. On l'a vu pendant la crise, la gestion des ressources, la résolution de cette quadrature du cercle entre des besoins possiblement illimités et des ressources contraintes. Comment est-ce qu'on arrive à traiter ça? Ça relève aussi d'une éthique du management et d'un management de la fonction éthique. Le point que je voudrais juste évoquer en un instant, c'est que précisément, c'est cette éthique du colloque singulier entre le soignant et son patient. Elle est à la fois renforcée et menacée par l'éruption du numérique. Et ça, je pense que Bénédicte aussi va revenir sur ce point-là. Le numérique donne de nouveaux espaces d'approfondissement de ce colloque et de cette relation personnelle. Je parle devant de Pierre Simon, qui est un des pères fondateurs de la télémédecine. On est à l'âge de cette téléconsultation, de cette téléexpertise, qui sont des outils non pas de rétrécissement, mais d'approfondissement de la relation soignant-soigné. Et la crise sanitaire l'a montré. De nouveaux espaces d'éthique, de nouveaux espaces d'écoute, de dialogue, d'interaction. Mais cette irruption du numérique est aussi source de menaces. Avec l'émergence de la médecine algorithmique, à laquelle évidemment il ne faut pas s'opposer, ce serait une erreur, une visée courte, elle amène tellement de nouvelles perspectives d'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, mais elle amène aussi une certaine forme de systématisation de l'approche par la loi du plus grand nombre. L'IA, basiquement, va proposer ses options, prendre ses décisions sur la base de la loi du plus grand nombre à partir de traitements massifs de données. Et la loi du plus grand nombre, par construction, elle est bonne pour la très grande majorité d'entre nous. Elle sera merveilleuse pour le plus grand nombre des patients et elle sera formidable
pour améliorer l'efficacité et l'efficience du système. Simplement, c'est là où commence l'éthique. Est-ce que la loi du plus grand nombre doit être la seule et unique loi, la seule et unique mesure de l'évolution du système de santé? C'est un bon principe, mais pas toujours. C'est un principe dont l'éthique s'arrêtera quand on sera face à la situation de cette personne âgée en fin de vie, pour laquelle l'IA ne proposera pas cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget susceptible de lui être consacré sera mieux réalloué dans l'intérêt du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique? Ça dépend du prisme socioculturel, ça dépend de nos références, ça dépend de nos grilles de lecture. Donc en fait, comment est-ce qu'on arrive à gérer les enjeux éthiques et l'innovation en santé? Un des principes que quasiment tous et toutes autour de la table on a contribué à apporter, je vous en remercie, c'est cette idée de garantie humaine du numérique et de l'IA qui devient, et ça c'est une bonne nouvelle, une réalité du droit bioéthique, du règlement européen sur l'IA. Le chemin qui a été fait par ce principe vous doit beaucoup. La question, c'est comment on va le mettre en œuvre. C'est un des aspects qu'on aborde dans cet ouvrage collectif qui est maintenant une référence. Comment on arrive à garder ce recul en associant les professionnels, les représentants des patients. C'est aussi un nouvel espace de démocratie sanitaire, il faut l'investir. Et ça s'invente pas en claquant des doigts. Moi, ce qui me semblerait peut-être, pour pas être long, le dernier message, c'est finalement dans les états généraux de la loi de bioéthique, dans lesquels là aussi on a à peu près tous passé du temps. Finalement, quand à la peut-être, je sais pas, 20e ou 30e session d'espace régional éthique de santé, il y a une session que j'ai faite un vendredi soir à Besançon. C'est une jolie ville, Besançon, que je vous invite tous à voir, le vin jaune, tout ça. Il y a un très joli patrimoine, mais c'était un peu tard le vendredi. Donc j'y suis allé, franchement, il a fallu se motiver, c'était un peu tardif. Et à 23h, à la fin de la session, il y a un représentant de professionnels, c'était de mémoire un brancardier, qui a levé la main. Il m'a dit, si je vous ai suivi, au fond, l'éthique du numérique en santé, c'est ce qui résiste aux algorithmes. Et c'est ce qui résiste aux algorithmes. Et je pense que tout est dit. C'est finalement la posture qui n'est pas une posture de fermeture, c'est une posture de prise de recul, de mise à distance et de garder les yeux ouverts. Et là, je pense que votre colloque nous aide beaucoup à garder cette prise de distance. Donc finalement, l'éthique, c'est ce qui va nous aider à nous ouvrir, mais en résistant. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci pour ces propos impactants et plus que dans le timing. Donc, bravo. Tu as parlé de droit, tu as parlé d'aspect juridique et ça me conduit à notre invité Bénédicte Vière-Boyer, qui est maître de conférence en droit privé. Eh bien, quelle est votre vision sur les enjeux d'éthique dans les politiques de santé aujourd'hui et demain? Donc, bonjour à tous. Alors d'abord, je vais vous expliquer l'éthique parce qu'il y a une incompréhension totale de l'éthique. Tout le monde a tendance à croire que l'éthique, c'est la morale, les bonnes pratiques, la déontologie. C'est pas du tout ça. L'éthique, c'est la discussion, c'est la réflexion, c'est la proposition. Et donc, en fait, quand on a tendance à proposer des principes éthiques, des lois éthiques, des textes éthiques, on a tout faux. Parce que l'éthique, c'est réfléchir pour proposer. Et donc, en fait, souvent, il y a le Comité national d'éthique qui va prendre des sujets, il va réfléchir sur des thématiques d'actualité et ensuite, ça va être proposé au Parlement. Et donc, en fait, le Comité national d'éthique propose et le Parlement dispose. Donc voilà, cette définition, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites. Alors, on a aussi tendance à penser que l'éthique, c'est réservé aux experts. Et ça, je pense que c'est absolument, là encore, quelque chose où on a tout faux. Bien sûr, au Comité national d'éthique, il y a beaucoup d'experts. Mais il y a des comités d'éthique qui sont partout, et il en faut de plus en plus, pas seulement au sein des hôpitaux, au sein des entreprises, même chez les GAFAM, ils sont en train de construire des comités d'éthique.
Et à l'intérieur, bien sûr, il faut à la fois des experts, mais aussi des représentants de la société civile et aussi dans le domaine de la santé, des représentants des patients. Donc tout à l'heure, j'étais très, très contente dans la table ronde initiale quand je voyais tous ces patients qui étaient en train de réfléchir et d'apporter des propositions. Alors, la politique de la santé publique, ça c'est du droit. C'est l'article L 1141 et suivant. Enfin, il y a plein de textes en politique de santé publique. Et cette politique de santé publique, elle a vocation à offrir le droit de la santé pour tout le monde, pour les patients, mais pour les usagers de santé que nous sommes tous. Voilà, donc vous voyez, l'éthique va en fait permettre à la politique de santé publique de pouvoir évoluer. Et évaluer par rapport aux changements, aux transformations qui sont complètement phénoménales. Actuellement, dans le domaine du numérique, c'est incroyable. Hein. Je vois la télémédecine, hein, mais il y a les principes éthiques qu'on a vus avec le principe de la garantie humaine ou le principe d'explicabilité avec la loi de bioéthique du 2 août 2021, etc., etc. Donc, on a cette dimension-là, mais cette dimension-là, elle est, en fait, il faut la voir dans un environnement global. Tout à l'heure, on a parlé du vieillissement, vous voyez. Donc, il faut voir comment on va faire de la politique de santé publique compte tenu du vieillissement, compte tenu de l'environnement, compte tenu de la transformation du numérique. D'ici peu, on va avoir l'ordinateur quantique qui va complètement révolutionner le système de santé compte tenu de la cybercriminalité. Enfin, je pourrais passer la soirée à vous trouver beaucoup de thématiques éthiques. Alors, la difficulté, c'est que les gens ne sont pas formés à l'éthique. Vous voyez, l'éthique permet la réflexion, permet une vision critique des choses, ne pas avaler, au contraire réfléchir, s'intéresser, proposer. Et je crois qu'il est absolument indispensable qu'à l'université, eh bien, on introduise dans toutes les disciplines, pas seulement en santé, mais dans toutes les disciplines, que ce soit le droit, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit dans le domaine informatique, qu'on introduise de l'éthique. Voilà, ça c'est indispensable pour pouvoir avancer, notamment dans le domaine de la politique de santé, pour qu'on puisse tous ensuite nous retrouver comme aujourd'hui et qu'on puisse ensuite réfléchir ensemble et proposer ensemble des solutions qui soient adaptées aux besoins réels de la personne. Et pour terminer, je souhaite dire que l'éthique doit se faire autour de la personne. On a trop tendance à oublier l'individu, on a trop tendance à oublier l'usager de santé, le patient. Et finalement, si on fait quelque chose sans la personne, à quoi ça sert? Quelle est la finalité? Donc l'éthique doit toujours être au service de l'individu, quel que soit le sujet sur lequel on travaille. Par exemple, le numérique, en ce moment, on est complètement dans la recherche, dans l'innovation, etc. Mais bien sûr, on peut être prix Nobel, on peut faire plein de choses, mais si on n'a pas cette vision transversale sur le patient, sur la personne, on a tout faux. Voilà, je termine. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette analyse dans le timing aussi. Donc c'est parfait. Et ce qui est génial avec les professeurs, c'est qu'ils répondent jamais à la question dès le départ, mais ils remettent tout en question et c'est juste formidable. Merci beaucoup de réinterroger les concepts. Alors, Pascal, avec toujours avec la casquette de directeur hospitalier, mais plutôt la vision alors éthique. Et comme l'a rappelé David, l'éthique managériale est très intéressante aussi. On vous écoute. Oui, merci pour cette deuxième invitation. Donc, je n'avais pas prévu de parler d'éthique, même si d'ailleurs j'y ai consacré un chapitre dans l'ouvrage collectif. Ce que je voudrais dire simplement sur l'éthique, c'est qu'effectivement, comme l'a expliqué Bénédicte, c'est une démarche réflexive, c'est une démarche d'interrogation. Et on n'a pas de réponse quand on sort d'un débat éthique. On a des avis. Et à partir de ce recueil des avis, ma foi, on se fonde son propre avis
Et c'est donc une démarche collective qui doit être une démarche plurielle, pluridisciplinaire, éclairée de personnalités différentes, ce qui suppose que, par exemple, dans un comité éthique, dans un établissement de santé, on n'est pas que des professionnels de santé de l'établissement, qu'on est aussi bien sûr des représentants des usagers, mais qu'on est aussi des personnes, comme on dit, de la société civile. Ça peut être un professeur des écoles, ça peut être un ministre du culte, ça peut être un philosophe, ça peut être un journaliste, ça peut être un élu. Enfin, voilà. Trouvons en gros le raton laveur ou les ratons laveurs qui pourront participer au comité éthique et qui vont apporter leur point de vue au comité éthique. Avec la Fédération hospitalière de France, quand on a créé le comité éthique, c'était en 2016, le délégué général qui précédait mon ami David, Gérard Masson, a voulu mettre en place cette instance en fait pour qu'au sein de la FHF, il y ait une instance qui réfléchisse à l'éthique, non pas à l'éthique des soins, ce que doit faire par exemple un comité éthique au niveau d'un établissement. Il va prendre un cas, patient en fin de vie, un patient qui est arrivé en réanimation dans tel état de décompensation vis-à-vis duquel on aura fait éventuellement un acharnement thérapeutique. Enfin voilà, c'est des sujets de terrain qu'on traite dans un comité éthique d'établissement. À la FHF, nous ne traitons pas de sujets de terrain. On traite de sujets systémiques en fait, et c'était ça la volonté du délégué général, qui a été poursuivi par ses successeurs et maintenant par Zéna Briette et le président Valtou. Donc, en fait, on rend des avis. Voilà, et vous pouvez aller sur le site de la FHF, y trouver les avis du comité éthique. Le dernier avis qu'on a rendu, mais qui n'est pas encore publié, qui va l'être sous peu, qui le sera au printemps, c'est un avis sur les fondements éthiques et l'épreuve du système de santé et de ses fondements éthiques sous la crise, pendant la crise, voilà, sous l'effet de la Covid. Parce qu'on a vu aussi, comme je le disais tout à l'heure à propos de la démocratie sanitaire, que cette crise, elle a aussi malmené les principes éthiques de notre système de santé. C'est vrai que quand notre système de santé s'est organisé pour se mettre en branle, pour faire face à la Covid qui déferlait sur le Grand Est, sur Île-de-France, puis sur les autres régions, avec des transferts entre régions, avec des transferts transfrontaliers. Ce système s'est entièrement mobilisé sur la Covid. Mais de ce fait-là, il a déprogrammé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des patients qui ont eu des retards de prise en charge, qui ont eu des pertes de chance. Et ça, c'est quelque chose qui, du point de vue de l'éthique du système de soins tel qu'on l'attend, n'est évidemment pas satisfaisant. De même que n'a pas été satisfaisant les conditions dans lesquelles on a pris soin des personnes décédées. Quand une personne décède à l'hôpital, on ne la laisse pas mourir sur un brancard, d'abord, je tiens à le dire, avec force ici. Mais aussi par ailleurs, au-delà de ça, on prend soin de la personne décédée comme on prend soin de son entourage. Donc il y a un certain nombre de rituels, la toilette mortuaire, les soins aux patients. Il y a les rituels funéraires, l'accompagnement de l'entourage, des proches. Tout ça n'a pas été fait pendant la Covid. Les gens étaient mis dans un sac qu'on fermait sans présence de la famille, avec des deuils qui étaient très difficiles à faire pour les équipes. Et là, on a eu pendant la crise un fonctionnement qui n'était plus un fonctionnement éthique. Et donc, ça interroge du point de vue de l'éthique, justement, cette crise que nous avons vécue qui a mis en danger, finalement, l'équilibre éthique de notre système. Ça nous interroge pour nous dire, face à une nouvelle crise qui surviendra, qui ne manquera pas de survenir, est-ce que ce sera la guerre à nos portes? Est-ce que ce sera une crise climatique, une crise migratoire ou autre? Ça peut être une centrale qui explose. Enfin, bon, bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a eu des choses qui sont déjà passées à Toulouse, à Rouen. Enfin, bref, on a tous des exemples. Comment on gère du point de vue éthique une situation de crise? Voilà, ça c'est un vrai questionnement. Et un sujet aussi de questionnement, je pense que ce sera un de nos prochains travaux au comité éthique de la FHF, c'est comment on doit prendre soin de nos soignants et de nos équipes pour qu'elles prennent soin des autres.
Bien fait de solliciter votre contribution supplémentaire pour cette dernière table ronde. Voilà, ça aurait été une erreur incommensurable. De s'en passer, exactement. Oui, absolument. Et approuvé par le président de l'Agence du numérique en santé. Tu voulais dire quelque chose, mais on n'a pas fini la table ronde. Bon. Juste un petit point de rebond par rapport à ce que vient de dire Pascal. Finalement, dans ce que tu décris, moi je parlais de la machine au sens propre. Toi, tu en parles au sens figuré. Finalement, l'éthique est en danger quand dans le système de santé, les choses deviennent machinales. Automatique, mécanique. Et il y a quelque chose, là on arrive en zone de risque. Et le contexte de crise acutise ce risque-là parce qu'on a la tendance à aller directement à ce qui est machinal. Merci beaucoup. C'est en lien avec ton ouvrage. Hein. Il y a un ouvrage qui porte un titre qui s'y rassemble un petit peu. Non? Ah bon, d'accord. Oui, le médecin, la machine. Oui, il me semble, hein, oui. Mais on peut se tromper. On dirait, oui. Hein? Et là, Pascal ouvre mes chakras sur votre... Il y a de l'inspiration dans l'air. Monsieur le Président de l'ANS, Jacques Lucas, merci encore d'être présent pendant ces 2 journées et pour la table ronde de clôture. C'est vraiment une joie de vous accueillir à nouveau. Merci. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à être flatté. Enfin, ce qui là est une faiblesse. Faut en profiter. Je vais quand même vous dire que l'éthique, tout d'abord, ça n'est pas un conservatisme. Et on voit quand même très souvent des gens brandir l'argument éthique au nom finalement caché d'un conservatisme. Et on met en avant de très grands principes pour masquer des intérêts plus particuliers. Donc, c'est quand même ce que j'ai voulu dire. En premier lieu, l'éthique n'est pas un conservatisme, c'est même au contraire une idée d'avancée. Et c'est d'ailleurs dans le serment d'Hippocrate, puisque nous parlons de santé, ce qui est mis en avant. Hippocrate n'a pas dit qu'il fallait faire comme c'était autrefois. Il a même dit que les maladies n'étaient pas liées à une malédiction divine et que ça servait à rien de faire des sacrifices individuels ou collectifs pour guérir, mais qu'il fallait observer l'homme dans son environnement. Alors, l'environnement est très complexe aussi aujourd'hui, mais j'ai pour habitude de dire qu'il est largement numérique et qu'il faut donc penser que Hippocrate aujourd'hui serait, sans faire de jeu de mots, dans le monde de la e-santé. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que la communication éthique soit ésotérique. Et on voit quand même un certain nombre de publications éthiques ou de communications orales éthiques où finalement le commun des mortels n'y comprend rien. On utilise des concepts qui sont un peu compliqués, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais je pense que le véritable discours éthique, il doit être clair, loyal et approprié, qui est également un impératif déontologique d'ailleurs, et qu'il faut donc parler simple pour parler au plus grand nombre, et que l'éthique, ça doit être effectivement un débat. Je dis bien un débat, c'est-à-dire c'est pas de se crêper le chignon. C'est ce que l'on voit par exemple si on utilise les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'éthique sur les réseaux sociaux, puisque chacun est persuadé d'affirmer sa vérité et de dire que l'autre non seulement est dans l'erreur, mais que c'est une ordure, quoi. En gros, lorsqu'on ne partage pas les mêmes opinions, c'est ce qui arrive sur les réseaux sociaux. Donc une communication qui, à mon avis, serait ésotérique ne serait pas éthique. Et j'ai beaucoup apprécié, Madame, vos propos en disant qu'on croit communiquer alors que l'on informe. Et parfois même on informe mal, en fait, en réalité, mais on ne communique pas dans l'information, et c'est un point très important en matière des politiques publiques, notamment pour ce qui concerne le numérique. Parce que le numérique suscite des appréhensions, suscite des inquiétudes, et pour les désamorcer, il ne suffit pas de mettre des informations sur un site en disant « allez voir sur le site et vous trouverez tout ce qui est bon pour vous », mais il faut pouvoir communiquer autour du numérique et organiser finalement un certain nombre de débats. Alors, pour en revenir à des conceptions plus immédiatement pratiques, parce que je crois aussi beaucoup à une éthique appliquée, il n'y a que ça qui vale finalement, c'est que ça sert à quelque chose dans la vie de tous les jours. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Quels sont les enjeux éthiques pour les politiques publiques? Nous voyons les citoyens poser des questions en matière de demande de soins. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait
que ce ne soit plus l'offre de soins qui existe, parce que l'offre peut être totalement inadaptée. Si c'est une offre de chirurgie esthétique ou de médecine plastique et anti-âge, alors que tous les gens dans le bassin de vie meurent d'une maladie infectieuse, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est bien la demande de soins qui est importante. Et comme il y a une demande de soins, justifiée ou non d'ailleurs, je prends souvent l'exemple quand on n'est pas familier avec la mécanique, que vous avez un bruit sous le capot, vous ne savez pas si c'est grave ou si c'est pas grave, et je n'ai jamais vu d'ailleurs un garagiste vous dire « mais non, vous n'auriez pas dû venir, c'était rien du tout ». Il faut faire très attention parce qu'un certain nombre de médecins, de professionnels de santé actuellement, que ce soit dans les établissements au service d'accueil des hôpitaux ou que ce soit en ville, haussent les épaules en disant « mais enfin, il m'a dérangé pour rien ». C'est un aspect éthique qui est déontologique aussi, mais qui est un aspect éthique, c'est-à-dire de respecter quelque part la vulnérabilité et l'ignorance de son prochain. Donc les citoyens nous demandent un accès aux soins de proximité, ce qui est très important, et dans les accès aux soins de proximité, il faut impérativement coordonner les soins entre la ville et l'hôpital afin qu'il n'y ait pas de fracture dans la prise en charge. Nous avons beaucoup parlé autour de ces 2 jours des difficultés qui existaient dans le secteur hospitalier. Nos propos ont été souvent hospitalo-centrés, mais les mêmes aspects se posent en médecine ambulatoire, avec même un certain nombre de médecins qui disent qu'ils déplaquent, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'exercer la médecine pour se mettre à faire autre chose. Moins dans les autres professions de santé, car je n'aime pas le terme de paramédical qui laisse penser que le médecin est au centre du dispositif et que gravitent autour de lui des satellites subsidiaires. Ce sont des professionnels de santé. Coordonner donc les soins entre la ville et l'hôpital, et ça pourrait être l'objet d'un prochain colloque de managersanté.com. Il y a comme organisation pratique le service d'accès aux soins qui se met en place dans les territoires et qui va reposer sur des plateformes numériques, de façon à ce que le médecin ou le professionnel de santé pourra orienter le patient là où il va trouver des soins. Et puis, il peut s'agir aussi d'une régulation territoriale de l'accès aux soins grâce, je vois mon ami Pierre Simon dans la salle, à une télérégulation des demandes. On peut appeler ça d'ailleurs téléconsultation, puisque c'est le 5e acte dans la pratique des centres 15. Nous avons eu un débat entre nous deux à ce sujet-là. Je pense qu'il faut, dans les politiques publiques, qu'il faut l'étendre à la ville, il faut l'étendre à l'ambulatoire, et il peut y avoir une téléconsultation d'orientation qui puisse être organisée dans les territoires. Et mon espace santé, comme Pierre Simon le dit souvent, doit être très précieux à cet égard, puisque le médecin qui prendra l'appel et qui ne connaît pas le patient pourra avoir accès à ses antécédents, ce qui n'est pas le cas actuellement. Deuxième point, l'accès au numérique. C'est même le Comité consultatif national d'éthique qui a exprimé dans son avis 129 ou 130, David, je ne me souviens plus très bien, que la non-utilisation des technologies numériques serait non éthique en ce qu'elle peut apporter de l'amélioration au système de santé sans méconnaître bien évidemment les risques qu'elle comporte. Il faut individualiser les risques pour les combattre. Donc ça doit être une politique volontariste dans les politiques publiques et je pense notamment à la cybersécurité, ce qui est d'ailleurs déjà mis en place. L'accès au numérique, donc, il doit être partout. Et nous avons encore des zones blanches, des zones qui ne sont pas couvertes. Et nous avons également 17% de la population qui est frappée d'électronisme. Il y a donc là un besoin urgent de formation de ces populations, d'autant que ces populations sont vraisemblablement celles qui sont les plus vulnérables en matière de santé parce qu'elles sont situées en périphérie des villes ou même en périphérie des petits villages. Ou bien, elles peuvent aussi, le non-accès au numérique produirait de la discrimination, la non-formation au numérique conduirait à de la discrimination. Je pense en particulier aux personnes âgées. Les personnes âgées n'ignorent pas ce que, pendant la crise, d'ailleurs on l'a vu,
FaceTime, par exemple, a servi considérablement pour que les familles restent en contact, y compris les personnes âgées. Ça n'est pas très compliqué s'il y a des accompagnateurs. Je pense aussi, bien sûr, aux personnes isolées et aux personnes handicapées. Cette promotion du numérique, qui, je pense, subsistera, quelles que puissent être les alternances politiques que nous pouvons connaître, puisqu'on a bien vu qu'au Parlement, toutes les sensibilités politiques avaient voté les textes nécessaires à la feuille de route du numérique en santé, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas préserver le secret qui couvre les données personnelles de santé. Notez que je n'ai pas parlé de secret médical parce que ça crée souvent une ambiguïté et on pense que c'est le médecin qui est dépositaire du secret, alors que les aides-soignants, cher Alexis, sont également dépositaires de secret, que les infirmiers et infirmières, qu'elles soient en pratique avancée ou non, sont dépositaires du secret et qu'on confie parfois à un aide-soignant ou une aide-soignante des informations intimes qu'on ne communiquerait même pas directement à un professionnel de santé et encore moins, bien sûr, au chef de service s'il faisait une visite. Ceci veut dire qu'il faut donc préserver le secret couvrant les datas. C'est quelque chose de très important parce que cela suscite dans la société des fortes appréhensions qui pourraient être liées à une discrimination et on voit bien ressurgir ici ce qui s'est passé lors des premières années du sida, où il y a eu quand même, de façon très objective, par un certain nombre de professionnels de santé, une sorte de discrimination au nom de la protection des professionnels de santé par des personnes infectées. Il y a prescription, non seulement il y a prescription, mais il y a eu des avancées dans la réflexion éthique de ces professionnels de santé sur ce point. Et puis, juste deux mots. Je n'aime pas trop la notion de colloque singulier parce qu'on reste encore là dans une sorte de confessionnal où finalement le patient viendrait dire ses péchés en quelque sorte au patient et lui donnerait l'absolution sous forme de soins. Le colloque singulier, c'est quand même un peu une connotation de paternalisme bienveillant. Hein. Le paternalisme n'a pas que des défauts, mais d'un paternalisme. Alors, si on veut garder d'ailleurs sur le plan pratique la notion de colloque singulier, c'est que les échanges de données entre les professionnels de santé qui sont désormais autorisés par la loi, le Comité consultatif national d'éthique avait été appelé d'ailleurs à se prononcer sur ce sujet-là. Donc le secret, il est en fait très largement partagé dans l'équipe de soins qui est juridiquement définie, et donc les professionnels doivent préserver ce secret au sein de l'équipe de soins. Et c'est bien des partages d'informations qui restent couvertes par un aspect singulier, car c'est bien la personne du patient qui est au centre de ce colloque. Donc cela doit servir au niveau de la personne, mais il y a, et le Code de la santé publique le dit très bien, le médecin, mais on peut mettre les professionnels de santé, sont au service de l'individu et de la santé publique. Et on a quand même bien vu pendant l'épidémie de Covid, les fake news les fake news en fait qui ont pu être répandues, où on pouvait mettre en avant la liberté de chacun, par exemple pour se vacciner, au détriment éventuellement de l'intérêt collectif. Donc il y a là une tension éthique et ce problème, il faudra bien le résoudre. Les pays anglo-saxons mettent en avant l'intérêt général. Les pays latins mettent plutôt en avant la primauté de la personne. Et puis enfin, je remercie Jean-Luc de ne pas avoir regardé la pendule à mon propos, mais enfin bon, oh là là Jean-Luc. C'est parfait, puisque nous buvons. C'est parfait, alors ce continue, mais là vraiment j'en ai. Mais je vais évidemment après, mais pour l'instant, voilà. Je veux terminer sur le fait que la réflexion éthique, elle doit bien sûr être portée par l'humanisme. Et je veux dire par là que la personne n'est pas un tas de secrets et que la personne n'est pas un container où il y aurait des datas et que l'on traiterait les datas. Alors là, du coup, on va faire une médecine de précision, David, on en a beaucoup échangé, on va faire une médecine de précision parce que l'algorithme a dit
que c'était ça qu'il fallait faire. Dans la formation des professionnels de santé, il faut leur apprendre la transgression. Ce n'est pas parce que l'algorithme a dit qu'il faut faire ce qu'a dit l'algorithme, parce que d'ailleurs, en cas de contentieux, ce serait bien la responsabilité du professionnel de santé qui serait mis en cause, sauf défaut liés à la machine, et qu'il faut impérativement, à mon sens, mais je crois que c'est assez partagé, garder la responsabilité médicale ou des professionnels de santé sur le plan de l'utilisation des algorithmes. On ne traite pas des data, mais on traite une personne, et que la médecine personnalisée est un peu différente de la médecine de précision, parce que si l'algorithme a dit qu'il fallait faire comme ça, le dialogue qui se sera installé, Gérard en a parlé mieux que moi, et Pascal aussi d'ailleurs, que le dialogue qui va s'installer entre le citoyen malade et le professionnel de santé, qui est un citoyen soignant, doit permettre de personnaliser du coup l'acte thérapeutique en particulier qui sera mis en place. Je pourrais encore vous parler pendant des heures, mais je vois que vous commencez à être un peu lassé de mes propos. Non, mais vous êtes très aimable toutefois. Il y avait un besoin collectif. Merci infiniment. Merci beaucoup, voilà, Jacques. Dr Jacques Lucas, voilà pour vos propositions, vos réflexions. Puis en fin de journée, c'est toujours agréable d'avoir un moment d'apaisement juridique, éthique. C'est toujours agréable. Donc voilà, comme quoi ça nourrit la réflexion et les nombreuses questions, évidemment, vous pouvez le constater, qui sont déjà présentes, puisque quand on parle d'éthique, à la limite, tout le monde a au moins une question ou une réflexion à partager. Nada, je te redonne la main pour inviter la communauté des personnes ici et beaucoup. les personnes qui sont en ligne naturellement sur peut-être quelques questions que nous pourrions oui, alors Loïc, alors, et ici monsieur. Parfait. Derrière aussi, on a des questions. Loïc Martin, je propose de te représenter à nouveau, Loïc, pour les personnes qui t'écoutent. Cadre supérieur de santé à l'IF16 du CHU de Rouen, co-auteur aussi de l'ouvrage. Docteur en, je ne sais plus. Docteur en pied, docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Peut-être une remarque, est-ce que vous pensez qu'on peut associer éthique et analyse des pratiques professionnelles ? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui sont assez concomitantes, et notamment la question de la co-responsabilité qui me porte moi beaucoup sur cette dimension notamment d'équipe. Ça, c'était ma première question. Et puis, vous avez parlé d'éthique managériale et je suis assez intéressé par l'impact de l'éthique managériale au haut niveau sur les répercussions après progressives sur les niveaux, je ne dirais pas inférieurs, mais les niveaux plutôt de collaboration. Et ça me semble un axe important parce qu'on voit encore des comportements non éthiques managériales sur des très hauts niveaux qui interrogent grandement après la question de la... Voilà, merci. Merci pour cette double question. Alors, pour ce qui concerne la première question, analyse de pratique et réflexion éthique, c'est deux démarches différentes. Elles ne se superposent pas, elles ne se remplacent pas. L'analyse de pratique, c'est plus une démarche de supervision où on va analyser la pratique entre professionnels. On peut avoir des études de cas, effectivement, sur lesquelles on va partager des analyses et voir la pratique et voir comment on aurait pu mieux faire, finalement, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins. La réflexion éthique, d'abord, c'est une réflexion qui est ouverte. Et c'est une réflexion, enfin, notre ancien président du comité éthique, professeur Régis Aubry, avait tendance à nous dire, dans une réflexion éthique, on ne sort pas avec des réponses, on sort avec davantage de questions que quand on est arrivé au comité éthique ou au débat éthique. Voilà, parce que on va de question en questionnement finalement. Donc, on n'est pas du tout dans la même démarche. Et puis, par ailleurs aussi, il faut que le comité éthique soit beaucoup plus ouvert que va l'être un groupe qui fait de l'analyse de pratique. Au bout du bout, cependant, on pourrait dire qu'il y a un objectif commun qui est de faire progresser la pratique des professionnels. Puisque, in fine, la démarche éthique, elle vise à faire en sorte que chacun soit dans cette optique du primum non nocere. Et la démarche primum nocere, elle s'applique à tout le monde, y compris aux managers. Et là, effectivement, ça me ramène à votre deuxième question. Si dans un établissement de santé ou dans un système de santé,
les managers qui sont en situation de responsabilité n'ont pas un comportement éthique, alors personne ne pourra en avoir autour d'eux. Et donc, il y a un devoir d'exemplarité. J'ai d'ailleurs écrit plusieurs fois sur cette thématique du management éthique sur le blog de Manager Santé. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à la lecture et puis à m'envoyer des posts, des réflexions. Voilà. Mais c'est ma conviction personnelle aussi, ça, ce besoin de management éthique pour entraîner une démarche éthique de l'ensemble des professionnels. On ne peut pas en être exclu. Juste avoir le système de santé des armées, et puis oui. il y a une question, la médiation a une question, Alexis, le soin de proximité a une question, oui. Et voilà, c'est tout. Professeur Colomba aussi. La gestion des Michel. risques, qualité, gestion des... Bon, décidément, de toute façon, tout le monde a une question. OK, alors je te laisse réguler. Il a déjà le micro, Alexis, donc on n'a pas le choix. D'accord, alors Alexis, voilà. Oui, et puis on fait une approche tout à fait concise, éthique. Merci. Oui, merci, monsieur Stanislas. Alexis, intermittent du spectacle. J'ai une question concernant les aides-soignants, notamment sur les enjeux éthiques, parce que les aides-soignants ont été exclus des processus de certification, de recertification des professionnels de santé. Et là, à mon sens, il y a vraiment un enjeu éthique pour les politiques de santé de demain, puisqu'on est quand même sur des professionnels de santé qui travaillent avec l'intime, et qu'il y a de plus strict. Et la remise en cause qui peut être induite par le processus de certification, la remise en cause des pratiques est, selon moi, un axe d'amélioration, notamment de l'éthique. J'aurais aimé avoir votre avis sur cette question. Alors, est-ce que c'est simplement une bibi personnelle ou est-ce que vous partagez en partie mon avis, parce que ça peut être un axe d'amélioration justement à apporter dans le débat public. Merci. Alors, j'étais encore à l'ordre lorsque ce sujet-là avait été porté et j'étais vraiment un chaud partisan d'un processus de certification périodique. Mais la certification périodique n'est pas retournée sur les bancs de l'université ou de l'école de formation. C'est une certification périodique qui doit obéir, d'ailleurs, et dans le cadre des politiques publiques, qui doit obéir à des objectifs de santé publique. Mais je pense qu'il faut y inclure dans des capacités aux usages du numérique, des capacités en matière de communication. On a beaucoup évoqué ce sujet-là au niveau de la formation initiale des professionnels et au niveau de leur formation continue. Et cela contribuera bien sûr à renforcer la qualité et la sécurité des soins. Ça porte bien sûr sur les connaissances scientifiques liées, mais aussi sur les conséquences techniques en fonction du métier que l'on exerce, et également sur des aspects comportementaux vis-à-vis des patients, parce qu'on peut être un excellent scientifique et vraiment tout à fait détestable sur le plan des relations humaines. Un complément, Jacques, à la question d'Alexis, j'ai en tête la démarche de certification, donc V 2020, audit ciblé sur la gestion du risque infectieux. Les personnes qui en parlent le mieux, je suis expert visiteur, hein, ce sont les aides-soignants. Merci beaucoup. Hugues Lefort, donc service de santé des armées. Voilà. Bien sûr. Parle bien fort. Prochaine question. Oui, donc en fait, donc on parle d'éthique et on voit bien qu'en vous écoutant et par expérience, l'éthique, c'est un processus de réflexion qui est assez long, qui demande une formation initiale. Et la crise, enfin, en tant qu'urgentiste, l'éthique, parfois, elle se joue en fait les questions dans la fulgurance de l'instant. Je réanime pas, comment, et voilà. Et donc, ça impose, d'autant plus en médecine d'urgence, cette obligation de formation en fait préalable, de densification, de densité. Ma question, elle est liée à l'expérience de la Covid, où nous, à l'hôpital Le Gouest, on a mis en place un comité d'éthique qui se réunissait en fait toutes les semaines avec un gros travail dans l'urgence sur la compréhension des LATA, dans l'imitation active des thérapeutiques, pour que tous les soignants comprennent que c'est quand un patient est laté, hein, une LATA posée, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien et qu'il a le droit de mourir d'une hypoglycémie. Et donc, en fait, est-ce que dans vos démarches voilà, on sait aussi que la crise Covid, la première mort de la crise Covid, c'est le RGPD. Est-ce que, en fait, on peut imaginer un système en fait agile qui réponde aux crises, en tout cas, qui réponde à cette question de l'éthique en situation de crise? Parce que voilà, même chose. Le plan éthique, c'est la première chose qui va mourir face à une crise.
il y a de l'anticipation, certes, mais chaque crise est unique. Et donc, en fait, on a besoin de cette agilité de réflexion. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie question parce qu'on avait des injonctions nationales qui disaient « vous ne faites pas rentrer les proches aidants pour voir les patients ». Et nous, on a pris délibérément et avec nos risques, avec une certaine prudence, on a fait rentrer les patients avant même qu'on ait cette levée parce que pour nous, éthiquement, les patients avaient le droit en fait à une certaine facilité, à une facilité. Et en fait, on s'est aperçu que les gens avaient étaient morts de froid en fait, claquaient des dents à aller voir leurs proches aidants en fait. Et on mettait une demi-heure et finalement il restait à peine 5 minutes dans la chambre. Mais il n'empêche que voilà, on a mis en place plein de processus initialement, après première version et puis après on a augmenté. En fait, voilà, c'est cette question en fait de la temporalité de la réflexion éthique avec une éthique opérationnelle qui est finalement très concrète et qui va directement droit au but. Et celle-ci, elle se voit aussi au niveau international quand on intervient sur des séismes, des choses. Voilà, je vous laisse la parole. Je parle trop. David. Oui, voilà. En fait, votre question comporte sa réponse et ça montre que vous avez déjà apporté les grilles de lecture opérationnelles. Le temps de l'urgence, le temps de la crise comprime tout et fait courir le risque, on l'a déjà dit, d'automaticité, d'expédient. Et en fait, dans ce que vous avez exposé de votre situation, vous avez eu des réflexes de dialogue collégial, autant que faire se peut, c'est pas toujours possible, mais de collégialité, de réassurance, d'accompagnement, de supervision. L'idée est également de se poser un certain nombre de questions en amont, même si, alors c'est pas Yann Cédric qui est à côté de vous qui me contredira, par construction dans la crise, la règle c'est plutôt l'imprévu, mais quand même le fait de se préparer à gérer de l'imprévu est pas une mauvaise chose. Et puis là, en le disant avec beaucoup de respect pour la défense nationale, on en revient à la fin des fins à la question des baïonnettes intelligentes. Et je pense je n'ai pas été un acteur direct de cette crise en établissement de santé. Je l'ai vu à travers le déploiement d'outils numériques. Je l'ai vu aussi sous d'autres prismes. Je pense que les baïonnettes ont été plutôt intelligentes pendant la gestion de crise, notamment à des endroits où je vous dis le fond de ma pensée, où je ne pensais pas forcément a priori que la plasticité prévaudrait. Je pense que les ARS ont joué un rôle de plasticité dans la gestion de crise. En sachant métaboliser un certain nombre de directives qui, si elles avaient été appliquées de manière systématique, non réfléchie, non digérée, auraient amené des choses non éthiques sur le terrain. Il y a eu, et dans ce que vous expliquez sur la visite des proches, vous avez eu cette prise de recul. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les directives nationales étaient complètement absurdes, débiles ou non éthiques, mais quand même, il y a eu une certaine dose de plasticité et je pense que les agences régionales de santé ont gagné des lettres de noblesse sur ce terrain-là, où encore une fois, je le dis avec un peu de recul sur cette question, je ne les attendais pas forcément. Merci David. Bénédicte, vous voudriez réagir peut-être? Oui, vous voulez réagir? Pour ce qui est de la Covid, en fait, moi, j'ai été surprise parce que précédemment, il y a eu plein d'autres pandémies, il y a eu plein d'autres rapports qui ont été faits, beaucoup de réflexions. Et finalement, quand c'est arrivé, il y a eu beaucoup d'interrogations et beaucoup de personnes qui étaient impuissantes. Et moi, je pense que vraiment l'éthique devrait nous permettre de préparer ces scénarios catastrophes. Et ça existe déjà, par exemple, pour le terrorisme, les gens sont beaucoup plus prêts. Quand il y a eu des actions terroristes, j'ai senti que vraiment, là, il y avait une réflexion, il y avait des scénarios qui étaient prêts. Alors que dans la pandémie, eh bien, par exemple, il y avait des super rapports faits par l'Office parlementaire des choix scientifiques que j'ai découvert. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas été exploité? Voilà, donc on devrait essayer dès maintenant, hein, on n'est pas encore sorti de la Covid, mais dès maintenant prévoir des nouveaux scénarios parce que malheureusement, on a eu cette pandémie, on va en avoir d'autres. Et pour pouvoir sauver les populations, il faut absolument se mettre au travail dès maintenant d'un point de vue éthique. Il porte un nom, hein. Mais bon. Et 2 tomes. Hein, oui, deux tomes, oui, effectivement. David, c'est encore autre chose. Hein, donc, hein. C'est ça. On parle du livre de David Ouruzan, de l'intelligence artificielle, Sarah 1 et Sarah 2. C'est une forme de préparation sur l'imprévu, non?
Oui, c'est pas de la prospective, c'est de la boucle causale paradoxale. Je pense beaucoup plus. Oui, mais on a parlé de l'accessibilité du langage par le président de l'Agence du numérique en santé. Tout à fait, qui souhaite mais réagir également. David s'améliore régulièrement. De littératie parce que l'on n'a rien compris. Voilà. Je vais ajouter quand même que justement, puisqu'on est dans le cadre des politiques publiques, que la question posée n'a pas échappé au ministère des Solidarités et de la Santé, puisqu'un rapport a été demandé par le ministre au sujet de la gestion, enfin de la communication et de la gestion et des connaissances d'ailleurs en cas de situation de crise. Et je pense que si le ministre l'a demandé, c'est qu'il a constaté que ses propres directions manquaient parfois d'accessibilité, et notamment, et c'est pas facile, hein, c'est pas du tout une critique, notamment les DGS urgents. Je ne sais pas si vous recevez les DGS urgents, mais enfin les professionnels de santé libéraux qui recevaient un DGS urgent, et puis 2 heures après, c'était encore un autre DGS urgent qui annule et remplace le premier, on voit bien les termes administratifs, à la fin, ils ne les lisaient même plus. Donc, l'excès de communication, même en crise, tue la communication. Et donc, le ministère a le rapport et je pense que des moyens seront mis en place pour que si la crise se reproduit, on puisse la contrôler. Gilbert Mounier a une question aussi. Une réflexion partagée. Il n'y a de qualité, c'est-à-dire le bien agir, sans prévention, ne pas nuire. Comme tu le disais, on est bien dans le primo non nocere, sans évaluation, mais sans éthique. Sinon, nous ne ferions que la banalité du mal. Nous ne ferions que reproduire la mort est mon métier, qui seraient des organisations absolument manquant d'éthique. Et j'ai en fait aussi une autre outil qui est tout simple en gestion des risques, qui est un des outils fondamentaux qu'on avait appris quand on était enfant, enfin qu'on avait naturellement enfant, c'est les 5 pourquoi. C'est garder la capacité à avoir un pourquoi permanent. Merci beaucoup. Une autre question derrière. On va essayer de prendre les questions pour les personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer. Alors, je ne sais pas. Allez-y. Oui. Moi, je peux prendre la main parce que je me demande dans la gestion de crise, dans la Saint-Denis, est-ce que la question éthique figure, voilà, parce que parce qu'on parle de, enfin, je m'adressais bien sûr à Jean-Cédric Ansel. Je passe Jean-Cédric Ansel. Je lui dis Jean-Cédric Ansel, si possible. Hugues est impitoyable. Alors. Oui, la question, bien sûr, la question éthique se pose de la même manière que la loi se pose et s'impose, y compris en situation de catastrophe, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Et ce qui rend d'ailleurs les choses complexes. C'est pour ça qu'avec les Saint-Denis, on peut affronter la complexité et ne pas. On peut s'épargner de plonger dans l'hypersimplification qui, elle, va entraîner la banalité du mal, justement, que vient de dire Gilbert. Et je complète juste son propos, c'est les pourquoi, il y en a 2, il y a pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots. Et c'est important de constamment se les poser. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Michel qui attend depuis tout à l'heure également. Voilà, puis ensuite, le président va se préparer pour son allocution de clôture. Ah oui, il y a le temps aussi. Ma question va paraphraser une phrase qu'on impute à Jean Cocteau. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, je ne vais pas demander de lourdes preuves d'éthique, mais selon vous, quel est le signal qui vous donne le sentiment que vous avez en face de vous une institution ou un acteur éthique? Merci Michel. Qui veut répondre? Il n'y a pas de règle absolue. Le fait de mettre en place des mécanismes internes et externes qui permettent d'aborder les dilemmes, c'est un bon signal en général. Oui. Monsieur le Président, vous voulez peut-être répondre vous voulez peut-être répondre et puis ensuite à Jean-Cédric Ansel. Voilà. Qui souhaite répondre à la question de Jean-Cédric? Je crois qu'il n'avait pas de question. Hein. Non, c'était juste une remarque. Très bien. Bien. Eh bien, l'heure est à l'allocution de clôture. Parfait. En remerciant bien sûr tout le monde, parce qu'on est pris par le temps et les personnes qui sont en ligne, évidemment, doivent aussi
connaître. Alors, donc, c'est à vous, on vous laisse la parole, cher président de l'Agence du numérique en santé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, je pense que ce colloque, enfin, ce type de colloque devra certainement se renouveler compte tenu des, enfin, je vous le suggère, compte tenu des intervenants d'horizons divers, et c'est ce qui fait la richesse des échanges, et chacun apporte son propos. On peut regretter peut-être une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'acte résultant de ces échanges, parce qu'on n'a pas pu forcément prendre des notes. Alors, mon allocution de clôture mettra simplement en évidence un certain nombre de points. C'est pas une conclusion, parce que je vous l'ai déjà dit hier, c'est bien prétentieux que de vouloir conclure de manière synthétique un colloque aussi riche. J'ai entendu parler de coordination des soins et de gradation des soins, et ça me paraît extrêmement important, avec un établissement support selon les territoires, et puis des établissements plus satellites en quelque sorte, et que les CHU représentent à cet égard le vaisseau amiral, si je puis me permettre d'utiliser cette expression militaire. Mais que le vaisseau amiral tout seul, finalement, il peut réussir à faire des choses. Mais enfin, il a toute une petite flottille d'accompagnement, et puis il y a quand même des gens qui restent à terre. Donc, il faut penser à la coordination des soins dans les territoires, je me répète, en associant les secteurs d'hospitalisation avec les secteurs ambulatoires et le secteur médico-social. Et ça, c'est un défi pour ce qui concerne les politiques publiques et ce qui concerne le numérique, puisque ça doit faciliter ces coopérations. Vous avez vu d'ailleurs que le secteur médico-social a été doté de 700 millions d'euros au niveau de ces équipements pour le permettre. Le deuxième point, c'est qu'il faut des coopérations interprofessionnelles entre tous les professionnels qui interviennent dans le système de santé. Parce que le Code de la santé publique définit actuellement ceux qui sont des professionnels de santé et ceux qui ne le sont pas, mais qui néanmoins interviennent dans le système de santé. Et il doit y avoir d'ailleurs, sur le plan technique, le répertoire partagé des professionnels de santé, c'était comme ça qu'il s'appelait, va devenir le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé avec des moyens numériques pour s'identifier et s'authentifier grâce à une carte de professionnels intervenant dans le système de santé et qui aura accès ou n'aura pas accès à toutes les informations concernant une personne. On a parlé aussi beaucoup des parcours patients et notamment des parcours patients complexes, parce que si vous rentrez dans un établissement avec une fracture de jambe, vous n'allez pas, a priori, avoir un parcours de soins complexe, sauf bien évidemment si vous faites des complications relatives à cette hospitalisation. Mais donc les parcours patients sont actuellement très mal organisés, puisqu'il n'y a pas de coordonnateur des parcours patients qui partent de leur domicile pour arriver dans un établissement de soins, pour repartir dans un établissement de soins de suite, pour repartir après dans une maison de convalescence et revenir éventuellement à leur domicile. C'est ça la réalité du parcours. Donc il y a peut-être un parcours de soins dans les établissements. On peut noter d'ailleurs que ce parcours de soins, il peut être fléché et balisé avant même l'hospitalisation dans un certain nombre de cas, et que des applications vont certainement se trouver, des applications certifiées par l'État, vont certainement se retrouver dans mon espace santé, permettant aux patients de préparer, ça existe déjà, mais de préparer leur admission plutôt que de remplir des papiers dans le jour même de l'hospitalisation sur un fauteuil dans la salle d'attente où ils savent pas comment écrire. Enfin, il y a vraiment tout aussi quelque chose à prendre en charge à ce niveau-là. Il faut tenir compte bien évidemment de l'âge, des personnes qui sont déjà dans une structure d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et qui, normalement, dans un système parfait, ne devraient pas avoir besoin de passer par le service dit des urgences, mais qui pourraient être admis directement dans le service où les soins appropriés leur seraient distribués. On dit d'ailleurs actuellement le service des urgences. Ne faudrait-il pas changer cette appellation afin de clarifier les choses? Jadis, ça s'appelait le service porte des hôpitaux, et dans le service porte, qui permettait l'admission dans les établissements, il y avait effectivement un service d'urgence
qui ne traitaient pas les cas médico-sociaux, qui traitaient les urgences médicales. Le secteur médico-social ou le secteur social de la prise en charge d'une personne que je vais qualifier de paumée, qui parfois d'ailleurs ne parle pas non plus le français et qui le comprend très mal et qui n'a pas d'autre choix que d'arriver dans un établissement dans le service des urgences. Enfin, le territoire de santé tel qu'il a été conçu, c'est la France administrative, c'est-à-dire qu'elle est divisée en autant de régions. Il y a le préfet, le proconsul de la région qui est le directeur ou la directrice générale de l'agence régionale de santé, mais les gens n'habitent pas nécessairement dans les frontières limitées à une région. Et par conséquent, l'idée de réfléchir sur un bassin de vie et l'attractivité d'un bassin de vie pour les professionnels de santé, que ce soit en établissement ou que ce soit en libéral, aurait quelque chose probablement de signifiant. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives, d'ailleurs, de politiques locaux ou régionaux qui vont dans ce sens-là. Il est probablement nécessaire de déconcentrer également la responsabilité, c'est-à-dire que l'État régalien fixe les grandes règles, comme il l'a fait en matière de numérique, et que, au niveau des bassins de vie, il y ait des communautés de communes, notamment, qui peuvent être un endroit très pertinent pour organiser les soins. Alors, on a vu également les enjeux de la formation, au numérique en particulier, mais pas que au numérique. Mais au numérique, il faut qu'il y ait un cursus diplômant pour les professionnels de santé, afin qu'ils se familiarisent avec les outils du numérique, pas à utiliser un ordinateur, mais tout ce que le numérique peut apporter dans la prise en charge des patients. Alors, quant à la formation au numérique, il faut bien évidemment qu'elle soit centrée sur les usages. Et que si on reste dans une formation éthérée sur le principe, en disant, regardez, on a construit des outils magnifiques, on va dire, mais est-ce que vous nous avez demandé notre avis avant? Pas nécessairement. Hein. Il y a eu quand même des échecs dans les politiques publiques en matière de DMP, par exemple, de l'ancienne formule, qui ont été retentissants et particulièrement dispendieux. La Cour des comptes s'en était d'ailleurs préoccupée. Il faut donc aussi, et on l'a entendu, traiter le patient comme un citoyen et pas un sous-citoyen. Il faut traiter le patient comme un citoyen, mais une personne qui est en demande de soins est nécessairement une personne vulnérable. On l'a vu d'ailleurs, on en a eu une illustration absolue sur les mieux placés charges merveilleuses du Covid. Enfin, rappelez-vous ces médicaments miracles auxquels des patients se sont mis à croire dur comme fer, parce que c'était effectivement des personnes vulnérables, qui avaient une vulnérabilité qui pouvait être émotionnelle, qui pouvait être culturelle, qui pouvait être intellectuelle, mais il y avait surtout une appréhension extraordinaire, une peur extraordinaire dont nous ne sommes pas encore entièrement remis. On a bien vu pendant les 2 jours qu'on s'est encore beaucoup focalisé sur les phases les plus cruciales de la période épidémique que nous avons connue, en craignant qu'elle se reproduise. On n'est pas encore sorti du traumatisme, et la société non plus, sorti du traumatisme psychologique que cela a provoqué. Et puis je terminerai par dire aussi une chose qui me semble importante, c'est que même quand on donne une information, on croit donner une information, et très souvent on donne son opinion, ce qui n'est pas la même chose. Et il y a là aussi un travail à faire sur la qualité de l'information qui est distribuée, notamment par la puissance publique, puisqu'on est dans le cadre des politiques publiques, alors que très souvent on donne son opinion. Voilà quels sont les points, il y en aurait bien d'autres, hein, mais les points principaux que j'ai relevés sur un petit bout de papier pour vous en faire part ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Agence du numérique de santé. Merci infiniment, en tous les cas, pour avoir soutenu, je dirais, depuis le début de cet événement jusqu'à maintenant. Jusqu'à la clôture. Jusqu'à la clôture, avec toute la richesse, je dirais, de l'ensemble des interventions qui ont pu avoir lieu. Donc, le défi à relever était de pouvoir co-animer 10 tables rondes avec
nous vous présentons toutes les excuses, évidemment, sur la temporalité qui n'est qu'une question relative. Effectivement, les 5 minutes, évidemment, mais ont permis par ailleurs la diversité des échanges, le croisement, les regards croisés, la dispute parfois, mais l'éthique à la fin, et nous permettant de pouvoir, en tous les cas, balayer peut-être un certain nombre de sujets pendant ces 2 jours. Et je crois que si on était, je dirais, à l'écoute de vos préconisations, Monsieur le Président, c'était de pouvoir aborder en tout cas un certain nombre de sujets. Il nous restera évidemment des champs à explorer, mais vous nous avez suggéré pour l'année 2023, me semble-t-il, de pouvoir être à l'initiative probablement d'un prochain colloque. Voilà. Surtout que j'ai oublié, mais enfin tout le monde l'avait relevé, et je pense qu'on peut les applaudir, la qualité de l'animation est pour beaucoup dans la réussite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va demander peut-être, parce qu'on va faire notre allocution de clôture, mais avec le président de managersanté.com et peut-être Ramzi, si tu es avec nous, est-ce que tu peux venir sur scène également? Donc accompagner, voilà. Simplement pour qu'on puisse. Sans oublier la photo traditionnelle aussi. Oui, naturellement, mais c'est aussi dans un contexte de fin de. Exactement. Puisqu'il nous reste quelques minutes avant que la fin salle. De ce colloque a été soutenu chaleureusement par le ministère des Solidarités et de la Santé sous le haut patronage de Monsieur le ministre Olivier Véran, que je remercie profondément. Un grand remerciement à nouveau à l'Agence du numérique en santé à travers son président, à l'ensemble de nos partenaires, de nos sponsors aussi, qui ont permis à ce colloque d'avoir lieu. Le groupe LEH, la CASDEN, Bisense, Telos, Manager Santé, le SCP Alumni Santé également. Et puis, retrouvez-nous très rapidement en ligne et peut-être aussi au Maroc le 2 juillet. Place à la clôture maintenant et à la photo traditionnelle. Petit mot de clôture disant qu'il y aura en effet, Dr Jacques Lucas, une rétribution sous forme de vidéo. Donc il y aura un replay de disponible qui va être réalisé notamment par Bisense. Il faudra juste le temps de pouvoir collecter l'ensemble des informations, mais il y aura bien un replay vidéo permettant de pouvoir recollecter et de pouvoir refaire les moments forts de ce colloque et durant ces 2 jours. Donc voilà, on vous donne rendez-vous sur les réseaux évidemment. Merci infiniment, merci beaucoup. L'heure est à la photo collective et nous invitons les personnes qui sont présentes parmi les participants de nous rejoindre sur scène également pour une photo collective. Alors évidemment, sur le principe du volontariat, mais pour des raisons éthiques, c'est vrai que c'est bien que si tout le monde... Oui, tout à fait. Vous êtes tous invités.